Chers amis, bonsoir. Je suis heureux de revoir Arnaud Tessier parmi nous. Nous attendions son ouvrage sur Charles de Gaulle depuis longtemps. J'ai commencé à le chroniquer dans Royaliste, je vais continuer sur mon blog. Et je suis heureux qu'il veuille bien nous le présenter. Cher Arnaud, vous avez la parole. Si vous le voulez bien, vous répondrez après votre exposé à vos questions. Merci Bertrand. Je vais essayer je ne vais pas vous faire une sorte de résumé du livre, bien entendu, mais essayer peut-être d'abord de développer un petit peu ce que j'ai voulu montrer avec ce livre, quel est le projet finalement de ce livre, quelle forme de biographie c'est, et puis revenir sur quelques points qui me paraissent importants pour comprendre la cohérence de l'existence et de l'action de De Gaulle, et en particulier l'extrême conformité entre sa pensée et son action, qui me paraissent un des éléments clés du personnage. Alors, c'est une biographie, c'est-à-dire que dans le passé, j'ai eu souvent tendance à faire des biographies qui étaient un peu des essais. C'est une tentation et puis quelquefois une facilité, il faut bien le dire, parce que ça permet de prendre dans la vie d'un personnage ce qu'on juge le plus important et de façonner un peu le livre de manière très libre. C'est ce que j'avais fait un petit peu pour les relations entre De Gaulle et Pompidou. C'était évidemment pas une biographie de De Gaulle ni une biographie de Pompidou, mais il y avait quand même des éléments biographiques sur Pompidou pour essayer de comprendre les relations entre les deux hommes. Péguy, c'est pareil, j'avais un petit peu pris un parti qui était celui d'un essai, même s'il y avait une narration quand même de son existence, de sa courte existence. Là, j'ai un petit peu voulu refaire ce que j'avais fait avec Richelieu, ce qui n'est pas le fruit du hasard, parce que Richelieu est un personnage considérable qui a suscité beaucoup de livres, pas tellement de biographies, d'ailleurs pas tant de biographies, mais beaucoup d'études, un travail historiographique considérable, mais avec une légende, ou en tout cas une sorte de nébulosité autour du personnage qui finissait par obscurcir le champ de vision. C'est-à-dire que Richelieu, on le voyait à travers, finalement, le regard de ses ennemis, ou le regard de ses admirateurs, mais ses admirateurs qui en faisaient un prototype de l'homme d'État et qui avaient fini par oublier que Richelieu était, avant toute chose, un prêtre, un homme armé d'une foi religieuse extrêmement puissante. Il me semble que, donc, l'idée avec Richelieu, et j'ai appliqué la même technique, si j'ose dire, avec De Gaulle, c'est de faire comme une vraie biographie, c'est-à-dire que j'ai suivi quand même un cadre chronologique, un fil chronologique, mais en mettant l'accent sur certains aspects qui me paraissaient déterminants et avoir été insuffisamment traités par d'autres biographes, ou en tout cas être resté un peu trop dans l'ombre. Donc c'est une façon de prendre le personnage de côté, si j'ose dire. C'est-à-dire un petit peu Richelieu, c'est Philippe de Champaigne, c'est regarder le tableau un peu de biais pour essayer de voir ce qui est derrière la robe cardinalice, ce qui se dissimule et qui n'est pas forcément ce que les adulateurs ou les ennemis décrivent généralement, c'est-à-dire l'homme de pouvoir uniquement. En tout cas, l'homme de pouvoir laïcisé, tel qu'on peut l'imaginer. De Gaulle, c'est un petit peu la même chose, c'est pour ça que c'est un petit peu la même technique. Je suis parti d'un constat qui était, j'en avais parlé ici d'ailleurs, qui était c'était De Gaulle, de Perfit. Donc je ne vais pas revenir, j'ai déjà évoqué ce point devant vous il y a quelque temps, c'est-à-dire, il me semblait qu'il y avait une sorte d'amoncellement de détails, de petites histoires, où tout était mis un petit peu sur le même plan. C'était d'ailleurs à la fois un De Gaulle assez philosophe, avec des vues profondes, puis un De Gaulle goguenard, beaucoup un De Gaulle goguenard, humour caustique, formule à l'emporte-pièce. Et finalement, même si l'intention de Perfit, je pense, n'était pas mauvaise, et même si c'est une lecture passionnante, parce qu'il y a beaucoup de choses dans cet De Gaulle, eh bien il me semblait qu'il fallait dégager un petit peu tout cela pour essayer de voir De Gaulle en dessous, surtout que le De Gaulle de Perfit m'a toujours paru un peu bavard, c'est peu conforme au De Gaulle tel qu'il était réellement, c'est-à-dire quelqu'un qui ne parlait pas tout le temps et qui ne passait pas son temps à faire des confidences, surtout à un très jeune ministre, fût-il un intellectuel de réelle envergure comme l'était Alain Perfit. Donc c'était cela un peu l'idée, donc c'est une biographie, mais avec l'accent mis sur un certain nombre de thèmes.
Deuxième élément, j'ai donné un titre à cette biographie qui, pour moi, est important parce qu'il exprime l'idée générale du livre, c'est l'angoisse et la grandeur. L'angoisse, pourquoi l'angoisse ? Parce qu'il m'a semblé, en relisant beaucoup de Gaulle, c'est-à-dire tout de Gaulle, un peu comme Richelieu, on a aussi des sources très riches. Et Richelieu, il y a ses traités de théologie, il y a son testament politique, il y a les mémoires sur le règne de Louis XIII, et puis il y a la masse considérable de ses instructions, ses notes gouvernementales. De Gaulle, la masse est encore plus considérable, évidemment, puisque on a accès à des sources d'une richesse absolument inouïe, et je me suis beaucoup servi, en particulier, des ressources de la Fondation Charles de Gaulle, qui sont insuffisamment utilisées par les historiens, y compris des ressources publiées, mais oubliées, comme la revue Espoir. La revue Espoir, depuis le début des années 70, une époque où la revue Espoir accueillait des témoignages qui en fait sont devenus des sources, c'est-à-dire des gens qui avaient travaillé avec De Gaulle, qui étaient vivants évidemment, bien vivants et bien actifs encore dans les années 70, et qui ont apporté des témoignages ou des analyses saisissants, et qui sont très peu utilisés. La revue Liberté de l'Esprit aussi, puis des fonds d'archives, avec un que je cite toujours parce qu'il est particulièrement riche, et que la Fondation l'a reçu il y a assez peu de temps, qui est le fonds Bernard Tricot, qui était quand même le plus proche collaborateur, un des plus proches collaborateurs de Gaulle, sous la Ve République, qui est un personnage intéressant. Et là, il y a énormément de choses dans les papiers personnels de Bernard Tricot, tant sur les institutions que sur la guerre d'Algérie ou sur les événements de 68, où il y a beaucoup d'éléments assez nouveaux. Donc, essayez de comprendre, à partir de ces archives, à partir des écrits de Gaulle, comment il pensait et comment il ressentait les choses. Donc, si je devais qualifier la tentative que j'ai faite, c'est une biographie presque psychologique. C'est essayer d'entrer, et c'est très ambitieux, très, très présomptueux de ma part, d'essayer de comprendre la psychologie de Gaulle. Et il m'a semblé que le trait dominant de sa psychologie, c'était l'angoisse. Oui, l'angoisse. Je suis parti du début des Mémoires de guerre, quand il dit qu'enfant, avec ses frères et sa sœur, ils éprouvaient à l'égard de la France une sorte de fierté anxieuse. Il me semblait que tout était dans cette fierté anxieuse, à cette remarque près que la notion d'anxiété est plus faible, a moins de force que celle d'angoisse aujourd'hui. Je pense que dans la langue gaulienne des années 50, l'anxiété, c'était quelque chose de très fort. Mais aujourd'hui, il me semble que l'angoisse, et puis c'est un terme que De Gaulle emploie assez souvent, l'angoisse. J'ai d'ailleurs mis dans le livre une citation qui date d'un discours de Noël 45, où il dit que c'est l'angoisse qu'éprouvaient les Français à la fin des années 30, qui les a rendus si vulnérables et qui a entraîné leur défaite. Et ce terme d'angoisse, je l'ai retrouvé dans un essai très, très intéressant de Michel Massenet, qui était une sorte de haut fonctionnaire, journaliste intellectuel dans les années 60 et 70, et qui avait écrit en 1959-60 un essai sur les débuts de la République gaulienne, dont le terme, c'était l'angoisse. Parce que pour lui, l'angoisse ne s'était pas arrêtée avec l'arrêt retour au pouvoir de De Gaulle. L'angoisse commençait vraiment parce que est-ce que De Gaulle allait réussir ? Et ça aussi, je pense que cette angoisse, elle imprègne les années même de pouvoir de Gaulle, ce qui peut paraître paradoxal, parce qu'on a une image de Gaulle, président de la République, qui est une image extrêmement proconsulaire, enfin patricienne, un personnage investi de toute la charge de l'histoire, et ça peut paraître étonnant de dire qu'il subissait cette angoisse, et pourtant il la subissait, et je dirais même qu'il est mort dans une sorte d'angoisse qui était ce monde qui venait. C'était quelqu'un qui était profondément convaincu de la fragilité des choses. Donc l'angoisse, oui, je pense qu'elle définit bien De Gaulle et qu'elle le définit dès sa jeunesse et que c'est une angoisse personnelle. Il ressentait de manière presque physique la fragilité de son pays, la fragilité de la société dans laquelle il vivait, la fragilité de l'héritage dont la France était dépositaire. Il la ressentait de manière presque physique, et puis il l'a transcendée en prenant en charge en quelque sorte l'angoisse collective, ce qui me rappelle d'ailleurs une phrase que j'ai citée ailleurs, que j'aime beaucoup, de Kipling, qui disait qu'il fallait être indulgent avec les Français, malgré leur histoire chaotique et leur côté quelquefois un peu enfantin, parce que c'était un peuple qui avait traversé tellement de tragédies qu'il était porteur de cette angoisse. Donc Kipling aussi, il avait remarqué, en anglais, fin observateur des sociétés. Donc cette angoisse, voilà, je pense qu'elle l'a habité toute sa vie, et à cette angoisse
politique et collective qu'il a prise en charge s'ajoute une autre angoisse qui est alors très personnelle, mais qu'il ressent aussi dans l'exercice des charges publiques, qui est l'angoisse du temps. Il est étreint par le temps qui passe. De Gaulle, on ne peut pas comprendre De Gaulle si on ne comprend pas que pendant toute sa vie, il sentait que le temps risquait de lui échapper. Alors il y aurait beaucoup à dire, je ne vais pas le faire ici, en plus c'est assez complexe, mais Bertrand l'esquisse dans la chronique très bienveillante qu'il a faite sur mon livre, il a l'aspect bergsonien, c'est-à-dire De Gaulle n'était pas un spécialiste de Bergson, mais il avait lu Bergson. Son père connaissait Bergson d'ailleurs, et puis toute cette génération était bergsonienne, et toute la génération d'avant, Peggy, c'était des lecteurs de Bergson, et cette idée que le temps ne se découpe pas, et que le passé, le présent et l'avenir sont une sorte de symbiose permanente, et qu'il faut être dans une action permanente pour arriver à maîtriser ce temps qui passe, et à se projeter dans le futur. Et ça avait été très bien senti, cette angoisse du temps qui passe, par Claude Mauriac, le fils de François, puisque la tribu Mauriac a quand même été très proche de De Gaulle. François et les deux fils Jean et Claude dans ce remarquable journal qui s'appelle Un autre De Gaulle, et où il raconte jour après jour, et alors avec, je trouve, une vérité beaucoup plus grande que perfide, justement, parce que là c'est un journal qu'il tient, qui est beaucoup plus court, et où on voit De Gaulle beaucoup moins disert, mais un De Gaulle qui s'exprime avec d'autant plus de force, et il a été saisi à certains moments, Claude Mauriac, par une sorte de détachement qu'avait De Gaulle vis-à-vis des souffrances du moment, et qui n'était pas du cynisme ou de l'indifférence, mais simplement il disait, cet homme est tellement projeté dans le futur et dans la prévention, dans la volonté d'empêcher les souffrances du futur, que pour lui, les souffrances collectives du présent, c'est déjà du passé. Et ça, on le sent bien pour la guerre d'Algérie, cette apparente indifférence qu'on lui a reprochée à propos d'Arki, à propos des Pieds Noirs, si on déblaye un petit peu toutes sortes d'éléments polémiques dont ce sujet est chargé, on voit bien que pour lui, c'est vraiment une question. Voilà, certes, il l'avait dit, d'ailleurs, ils souffriront tous, mais il est déjà dans l'idée qu'il faut prévenir les souffrances de la France qui viennent et qu'il faut fortifier la France parce qu'en 62, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Et donc, c'est quelque chose qu'il ressent aussi physiquement parce qu'il ressent l'angoisse du temps qui passe lui-même. Il est hanté par l'idée qu'il peut mourir. On sait aujourd'hui d'ailleurs qu'il aurait pu mourir à tout moment de la rupture d'anévrisme qui l'a tué en 1970. Et il le dit souvent. Il le dit en 54, il a cette phrase très extraordinaire où il dit « Aujourd'hui, ça fait sourire, moi ça me fait sourire heureusement, mais il dit j'ai 64 ans et à partir de maintenant, tout autour de moi va tourner autour de ma mort. » Donc il se dit, mais... Et la 4ème République lui inflige presque une souffrance parce qu'il voit ce régime qui fait perdre du temps à la France. Et pourtant qui va être court, une 12aine d'années. La France perd son temps. Et ça, c'est quelque chose qui l'angoisse. Et encore l'angoisse pendant les années 60. Alors la grandeur, c'est l'autre terme du propos. Ce n'est pas la grandeur qu'on reproche souvent à De Gaulle, c'est-à-dire, et qui est plutôt celle des imitateurs, je dirais. C'est pas la grandeur telle que pouvait l'exalter un Dominique de Villepin ou d'autres. C'est-à-dire, c'est pas de la rhétorique, la grandeur, chez De Gaulle. C'est quelque chose qui est très profond. La grandeur, c'est une aspiration vers les hauteurs. C'est l'idée qu'il faut absolument dominer l'angoisse en élevant les Français, en élevant les institutions, en élevant les élites vers quelque chose de plus haut. C'est une ambition, la grandeur. Ce n'est pas une sorte de propos ronflant et rhétorique destiné à exalter de manière arbitraire et théorique la puissance française. Comme on voit souvent De Gaulle, quand même. On dit souvent De Gaulle, c'est quelqu'un qui a fait vivre une sorte de mensonge. Et les Français ont une sorte de mensonge de la France résistante, mensonge de la participation française à la victoire, et mensonge dans les années 60 sur la grandeur. Il aurait fait croire aux Français qu'ils étaient toujours une grande puissance, alors qu'en réalité,
il les trompait un peu, et donc, à force de vouloir exalter la grandeur, eh bien, il en avait oublié les Français eux-mêmes, et leurs aspirations, et comme il le disait lui-même, la recherche du bien-être, etc. Et même ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que je pense que De Gaulle n'a jamais cru qu'il y avait un véritable mensonge. Bien sûr qu'il ne pensait pas que tous les Français étaient résistants pendant la guerre, mais il pensait que la France était résistante. La France, c'est-à-dire quelques Français au départ, et puis ces Français qui allaient être de plus en plus nombreux, et puis parce qu'il était très réaliste et très pratique. Il le disait lui-même, les Français n'ont pas la liberté de s'exprimer, on ne sait pas ce que pensent les Français. Et les informations qu'il avait, dont il a parlé avec Churchill d'ailleurs à certains moments, montraient que petit à petit, les gens comprenaient en France ce qui se passait, comment Vichy évoluait, comment l'occupation évoluait. Et puis par ailleurs, on a su après, il y a eu des études sur l'opinion française qui montraient que le gouvernement de Vichy a été très vite impopulaire, que les premières rafles, les Français ont très bien compris ce qui était en train de se passer, enfin voilà, qu'il y avait une sorte d'impopularité profonde. Donc De Gaulle considérait que la France était distincte des Français, mais ça ne voulait pas dire, pour lui, les Français allaient tous finir par monter avec lui. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'il y avait quand même un sentiment de fort soutien en 1944-1945. Donc il y avait cette idée qui était pour lui extrêmement importante, et de même, pour lui, ce n'était pas un mensonge que de dire que la France participait à la victoire, c'est une réalité, la participation des armées françaises reconstituées et réunifiées à la victoire, c'est quelque chose qui pour lui était une réalité et qui s'est traduite politiquement par une réalité, zone d'occupation, siège au Conseil de sécurité, etc. Et puis quelque chose simplement qu'il fallait faire vivre ensuite, d'où le sens du programme nucléaire et du système de la constitution militaire que De Gaulle a forgé sous la Ve République, et dont il avait déjà les grands traits présents à l'esprit à la fin de la guerre. Donc tout ça, ce n'est pas des mensonges. Et même prenons le discours de Québec en 1967, le discours de Québec, dont Jacques Chirac disait qu'il avait été prononcé par un De Gaulle gâteux, il n'était pas du tout gâteux, parce que ce que De Gaulle a dit au Québec en 1967, il l'avait déjà dit au moment de la libération au Québec, il avait tenu exactement le même discours. Ce qu'il défend à Québec, c'est l'idée de l'identité culturelle, une idée très Simone Veil, la Simone Veil de la France libre, de ces gouttes de passé vivant que portent les cultures nationales, de ce qu'est une civilisation. Et aujourd'hui, quand on relit les discours du Québec de Gaulle, on voit qu'en réalité, il avait senti le grand nivellement qui arrivait et qui menaçait en réalité les fondements des civilisations. Et voilà. Donc c'était pas non plus un mensonge, c'était pas simplement une grande envolée lyrique au balcon, comme on l'a cru ou comme on veut encore le faire croire souvent. Donc voilà, c'est ça la grandeur pour De Gaulle. Et il me semble c'est important de le comprendre. Et ma conviction, que j'essaie de défendre dans ce livre, c'est que ces fondamentaux sont présents chez lui très tôt. J'en veux pour meilleure preuve qu'on a beaucoup d'éléments déjà extrêmement précis, extrêmement construits dans ses lettres, et notamment les lettres qu'il écrit à sa famille pendant la période de captivité, très longue période de captivité de la Grande Guerre, ou à l'issue de la Grande Guerre, ou entre les deux guerres, les lettres qu'il écrit à ses parents, qu'il écrit à sa famille, un certain nombre de documents de ce type, mais également son premier livre, La discorde chez l'ennemi, où on voit qu'il y a un certain nombre de choses fondamentales qu'il comprend, et en particulier l'importance, ce qui fait la fragilité d'une construction nationale. La discorde chez l'ennemi, qu'il publie en 1924, c'est essayer de comprendre et d'expliquer pourquoi cette puissance considérable qu'était l'Empire allemand s'est effondrée en quelques heures. Alors il explique qu'il y a un certain nombre de facteurs, et notamment le fait que les militaires avaient pris le pas sur les civils, et que le pouvoir civil en réalité était d'une très grande faiblesse. Il décrit dans La discorde chez l'ennemi, par une sorte de préscience un peu étrange, très exactement ce qui va se passer en 1940 avec la Troisième République. Exactement. C'est pas Hindenburg, mais c'est le maréchal Pétain. Enfin voilà, donc tout cela, c'est quelque chose qui est très frappant et qui, à mon avis, est très présent dès le début. Alors, ensuite,
tout est porté par cela chez lui, et notamment toute cette période de l'entre-deux-guerres. Donc je pense qu'il y a une première étape, si on veut donner une dimension un peu chronologique aux choses, il y a une première étape qui est très importante dans sa formation et la construction de sa pensée. C'est quelqu'un qui se construit, hein, c'est selon l'expression que je trouve très belle de Bertrand Renouvain, il n'a pas une doctrine, mais il a une pensée. C'est une pensée qui se construit, qui se nourrit de ses lectures, abondantes lectures pendant la période de captivité, hein, en 1916-1918, plus de 2 années de captivité, ponctuées de 5 tentatives d'évasion, et puis ses réflexions, ses lectures et ses écrits de l'entre-deux-guerres. Alors ça, c'est un des aspects auxquels j'ai porté une attention très forte dans mon livre, et c'est pas évident, parce qu'on connaît les grandes influences qui ont pu s'exercer sur De Gaulle. Parce que d'abord, il y en a qui l'a confessé ou qui l'a exprimé. On sait qu'il avait une admiration considérable pour Maurice Barrès sur le plan littéraire, et aussi qu'il était un grand lecteur des cahiers de Barrès. Philippe Barrès, le fils de Maurice Barrès, a été le premier biographe de Gaulle, un des premiers Français libres. Donc ça, c'est connu. On sait aussi, et là, Perfit est très précieux de ce point de vue-là, que c'était un grand lecteur de Péguy. Mais même si on n'avait pas le passage où il dit à Perfit « Lisez les cahiers de les quinzaines, vous y trouverez toute la Ve République », il est tout à fait possible qu'il ait effectivement dit cela. Même si on n'avait pas ces passages de Perfit pour accréditer cette idée, il suffit de lire les écrits, enfin tout ce qui exprime la pensée de Gaulle pour voir l'influence colossale qu'a eu Péguy, et notamment des textes comme L'Argent, qui décrit une société qui viendra, et qui est une société qui ressemble fortement au capitalisme de la fin du XXe siècle et du XXIe siècle, une société qui viendra avec une sorte de matérialisme effréné, et puis surtout une dégradation du statut du travailleur, une aliénation, des formes nouvelles d'aliénation qui viendront avec cette société, ce modernisme, non pas cette modernité, mais ce modernisme dont Péguy avait senti dès L'Argent en 1913 tous les traits caractéristiques. Et ce qu'il emprunte aussi à Péguy, à mon avis, est quelque chose qu'on a tendance à oublier, parce qu'on présente toujours De Gaulle comme un personnage machiavélien, encore une fois indifférent aux souffrances, cynique, et sachant profiter des circonstances pour faire passer atteindre ses objectifs. Chez De Gaulle, la dimension morale est profonde. Pour lui, car représente un impératif moral. Il le dira pendant la guerre, cette guerre est une guerre morale. Quand il écrit à Roosevelt en 1942 pour essayer de faire comprendre à Roosevelt son projet, et son projet, encore une fois, ce n'est pas seulement de vouloir libérer la France de l'occupation allemande, c'est pas seulement de retrouver l'indépendance de la France, parce qu'effectivement, pour cela, un général Giraud aurait largement suffi. On comprend pourquoi Jean Monnet écrivait au conseiller de Roosevelt, il faut détruire De Gaulle, textuellement, et disait Giraud, c'est le bon choix, parce que pour un objectif aussi limité pour De Gaulle qu'était la libération de la France, c'était pas suffisant. Il tente d'expliquer cela à Roosevelt. Apparemment, il n'a pas réussi à le convaincre, que c'est une guerre morale, et que pour la France, il ne s'agit pas seulement de se libérer, mais il s'agit de se reconstruire et de faire une révolution qui sera sociale, économique et morale. Parce que, en fait, De Gaulle, à certains moments, s'est presque dit, aussi crûment que je le dis, si on libère la France pour retourner aux erreurs passées à la troisième, et pour retourner à une sorte de tendance profonde et irrépressible à l'erreur et à l'abandon et au déclin, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Donc cette dimension morale est extrêmement importante, et elle marque vraiment cela. Et tous les écrits de l'entre-deux-guerres, les enseignements, alors tous ces livres, ces correspondances, tout va dans le même sens. Petit à petit, ce qui se forme dans l'esprit de Gaulle pendant l'entre-deux-guerres, qui est très important pour la suite évidemment, c'est une pensée de l'État. Et c'est un peu le point sur lequel j'ai voulu vraiment insister dans mon livre, c'est-à-dire que c'est une pensée militaire qui très vite se transforme en une pensée de l'État, de manière assez naturelle. Alors, Mauriac avait une formule très jolie. Mauriac disait que De Gaulle était un militaire qui avait toujours été obsédé par le problème constitutionnel. Le Mauriac qu'on aime bien, celui du bloc-notes, avait senti cela chez De Gaulle. Mais ça n'a rien d'étonnant, en réalité, parce que j'évoquais les influences littéraires connues, mais il y a toutes sortes d'influences qu'on devine,
dont on sait, ce sont des auteurs qu'on sait qu'il les a lus, mais on n'a pas d'éléments tangibles pour savoir jusqu'à quel point. Donc il faut retracer les filiations intellectuelles de De Gaulle. Et comme en plus on n'a pas sa bibliothèque d'avant 40, elle était perdue, il empruntait beaucoup de livres aussi, puisque De Gaulle n'avait pas beaucoup d'argent. On n'a pas d'éléments très tangibles. On sait ce qu'il pouvait lire à travers sa bibliothèque de Colombey à partir après 1945, mais avant, on a beaucoup de mal. Mais c'est intéressant d'essayer de reconstituer ces filiations, et il y a certaines filiations que j'ai, alors outre celles qui étaient connues sur lesquelles j'ai beaucoup insisté, celles en particulier de toute la pensée militaire de la fin du XVIIIe siècle, qui était synthétisée par le comte de Guibert, qui, en prélude à son essai général de tactique, avait fait une sorte de tableau de ce que va être un État moderne, qui est saisissant, et quand on sait que Guibert a été lu par Bonaparte, et on sait qu'il a été lu par De Gaulle, tout s'éclaire. Il y a des phrases dans le discours qui précède l'essai général de tactique, qui est un traité de tactique tout très particulier. Il y a une sorte de tableau de ce que doit être la constitution politique et militaire d'un État, d'un grand État, la monarchie pour Guibert, qui est saisissant, parce qu'il explique que tout se tient, de même que De Gaulle disait que tout se tient dans les malheurs d'un peuple, tout se tient aussi dans son bonheur. Donc il faut un système où il n'y ait pas une sorte de verticalité entre des ministres qui chacun avance son propre agenda sans se soucier des autres, mais un système global avec des institutions politiques fortes, mais également avec des institutions administratives fortes, des institutions sociales fortes et des institutions militaires fortes. Cette idée d'un régime qui est beaucoup plus qu'une simple constitution politique, elle imprègne la pensée de Bonaparte et toute l'œuvre du consulat de l'Empire. Elle imprègne, à mon avis, toute la pensée politique et administrative, sociale et militaire de De Gaulle. Et ça explique que dans ses livres de l'entre-deux-guerres, c'est très sensible dans Le fil de l'épée et dans Vers l'armée de métier. Lorsqu'il parle du politique et militaire, du politique et du militaire, on voit qu'il passe très vite aux politiques et aux fonctionnaires, et d'une manière générale, à une pensée de l'État. De Gaulle, c'est une pensée de l'État qui s'est formée, et c'est pas simplement par analogie avec le militaire, c'est parce qu'il s'inscrivait dans une tradition qui était celle de ces grands penseurs stratégiques qui considéraient que la constitution d'un État, d'un royaume en particulier, c'était pas simplement un texte ou des rapports entre les pouvoirs, c'était quelque chose de beaucoup plus vaste, une constitution administrative, une constitution sociale. On peut même dire que la France, avec le Concordat, avait une constitution religieuse, qui lui fait peut-être défaut aujourd'hui. Il n'a plus de constitution religieuse. Donc c'est cette pensée de l'État qui se forme et qui explique, à mon avis, toute la suite, c'est-à-dire tout ce qui se passe entre 1940 et 1969. Car quand on regarde tout ce que dit De Gaulle pendant la guerre, alors dans mon livre, la critique en sera peut-être faite, je n'ai pas beaucoup traité les rapports avec la résistance intérieure, je les évoque. Il y a beaucoup d'aspects que j'ai laissés de côté parce que je voulais me centrer sur un certain nombre de faits et d'idées qui me paraissaient caractériser l'unité de la pensée et de l'existence de De Gaulle, puisque c'est ma conviction que c'est une existence qui est comme un fil tendu et qui est portée par un seul mouvement. C'est ça qui est extraordinaire chez lui, c'est cette sorte d'endurance, et c'est ce qui l'humanise aussi, je trouve. Eh bien, c'est cette pensée de l'État qui se manifeste pendant la guerre, à travers ses discours et ce qu'il dit, c'est-à-dire le sujet pour lui, encore une fois, c'est pas tellement, c'est bien sûr la libération de la France, mais le vrai sujet, c'est ce qu'on va faire ensuite, et ce qu'on va faire dès qu'on aura posé le pied sur le sol français, dès qu'on aura commencé à libérer la France, sans attendre qu'elle soit totalement libérée. C'est le discours, souvent oublié, peu cité, de juillet 1944, à Alger, devant l'Assemblée consultative, discours extraordinaire, où il dit « Nous avons choisi la démocratie et la République ». La démocratie, il explique ce que c'est les institutions politiques, c'est les Français qui vont voter, c'est les assemblées, le pouvoir exécutif. La République, qui est distincte, mais solidaire évidemment de la démocratie, eh bien c'est l'État, c'est-à-dire les institutions administratives, voilà. Et il dit, nous avons choisi la démocratie et la République, et donc dès les premiers jours de la libération, son obsession, c'est de réinstaller les préfets, les commissaires de la République, c'est de réinstaller les signes visibles de l'État, c'est de veiller à ce que la monnaie nationale ne soit pas supplantée par la monnaie d'occupation américaine, c'est de redresser
de remettre physiquement visible, de rendre physiquement visibles les colonnes de l'État multiséculaire, c'est-à-dire l'État de l'Ancien Régime, rénové par le Consulat et l'Empire, l'État de la République, la Res Publica. Et d'ailleurs, l'État est restauré avant la démocratie, puisqu'en réalité, les premières élections véritables vont venir après. Mais pour De Gaulle, le plus important, c'est d'abord de rétablir l'État. Il y a un passage très drôle aussi, assez amusant dans le livre de Claude Mauriac, où il raconte une envolée de colère de Gaulle en 1946, au fin 1945, peu de temps avant qu'il parte, où il peste contre les partis politiques, et il dit, en fait, ce qu'il déteste en moi, c'est l'État. Et même ce qu'ils n'ont pas supporté dans le régime de Vichy, c'est le seul truc, je dis ça de manière un peu plus triviale que le propos de De Gaulle, mais qui est assez emporté, et que je cite dans le livre, ce qu'ils détestaient le plus dans Vichy spontanément, c'était ce que Vichy semblait avoir encore de mieux, c'est-à-dire d'incarner la continuité de l'État. Alors il dit évidemment Vichy a trahi ce principe, puisqu'au lieu d'incarner la continuité de l'État, il a corrompu l'État. Mais il dit ce que les partis politiques de la Troisième ne supportaient pas dans Vichy, plus que tout le reste, c'était ça, c'était cette sorte de volonté de l'État de surnager au milieu de la défaite et de la débâcle. Donc ça, c'est quelque chose qui est très capital et qui explique toute l'œuvre de réinstitutionnalisation de la France, de la libération, du gouvernement de la libération, qui est quand même l'œuvre voulue par De Gaulle, non seulement évidemment l'œuvre administrative, la création de l'ENA, la création d'un corps unique d'administrateurs, les administrateurs civils, la création des instituts d'études politiques et la nationalisation de Sciences Po, de l'école libre des sciences politiques, toute cette réorganisation des élites administratives qui fait partie, et puis il y aura le statut de la fonction publique, mais aussi la constitution sociale qu'il a annoncée dans des discours retentissants pendant la guerre, et dont Alain Supiot a montré que c'est quelque chose de très enraciné chez lui et de très profond. La création de la sécurité sociale, puis les nationalisations, tout cela, ce n'est pas des sortes de compromis, les manifestations d'un compromis que De Gaulle aurait passé avec les communistes, c'est le fruit de sa vision d'une révolution politique, sociale, administrative, par laquelle il veut refonder la démocratie en France, mais une démocratie structurée autour de l'État. C'est une démocratie qui soit aussi une république. C'est quelque chose d'ailleurs que saisira et exprimera assez finement plus tard Régis Debray dans un propos qui agitera beaucoup, qui sera un propos de débat et qui est un peu oublié aujourd'hui à tort. Voilà, la démocratie à la française, la République française, c'est... mais je pense que Régis Debray n'est pas allé assez loin. C'est-à-dire que pour De Gaulle, l'État comme force, puissance administrative, je ne dis pas qu'il le met sur le même plan que le politique, mais pour lui, l'État, la constitution administrative, c'est quelque chose de plus profond, de plus puissant, parce que ça s'inscrit dans une temporalité qui n'est pas celle du politique. L'État, c'est pas seulement l'administration, mais c'est beaucoup l'administration. C'est quelque chose qui est le substrat en réalité de la nation et de son inscription dans la durée, de sa solidité, de son armature, de son armure. La France a besoin d'une armure, et son État et son armure, de même qu'une forme de cohésion sociale, et ça c'est très bien expliqué par Malraux, ce rejet que De Gaulle a spontanément de la lutte des classes, et cette volonté de construire quelque chose qui permette de dépasser la lutte des classes. Et ça vient de Péguy. Péguy, il y a des très jolis textes de Péguy sur son ami Pélouan, qui était un bourgeois, etc. Péguy ne tolérait pas, en fait, tout en étant assez socialiste, Péguy ne tolérait pas qu'il puisse y avoir une sorte de rupture ou de guerre entre lui et ses amis bourgeois. Et il y a chez De Gaulle aussi cette volonté de faire une civilisation avec tout le monde et de refuser la lutte des classes, qu'il va développer à travers le projet d'association Capital-Travail, mais surtout à travers la participation, sur laquelle je m'attarde assez longuement, parce que je crois que c'était vraiment un projet très puissant. Et on a eu le plaisir, il y a quelques années, quand on a demandé à Alain Supiot de faire une communication dans un colloque sur la constitution sociale. Existe-t-il une constitution sociale de la Ve République ? Alain Supiot l'a montré, et puis il l'a montré comme juriste. C'est-à-dire que ce n'est pas des phrases, c'est du droit. Et c'est quelque chose dont il fait remonter chez De Gaulle la source, pas seulement au christianisme social, mais bien au-delà. Il le fait remonter même
à toute une tradition sociale très vivante sous la Troisième République, et même à l'influence du New Deal de Roosevelt. Il y a un côté rooseveltien dans la vision de Gaulle qui peut paraître paradoxal, mais qui en fait n'est pas paradoxal. De même que j'ai fait l'hypothèse que de Gaulle avait pu lire un texte admirable du mari de Virginia Woolf, Leonard Woolf, qui est paru juste avant la guerre, qui s'appelle les Barbarians at the Gate, les barbares à nos portes, et dans lequel il explique que la barbarie, en réalité, la barbarie des totalitarismes sera horrible, il écrit ça en août 1939, mais les sociétés occidentales y viendront à bout, mais il dit, en réalité, il y a une forme de barbarie qui est déjà à l'intérieur des sociétés occidentales, qu'il faudra qu'elles affrontent un jour, et ce sont les inégalités, ce sont tous les travers ou les faiblesses ou le côté un peu effrayant d'une certaine dimension du capitalisme qu'évoque Leonard Woolf sans haine. Il dit simplement que les sociétés capitalistes sont des demi-civilisations. C'est pour ça que sans pouvoir le prouver, je suis sûr que cette idée, que De Gaulle a croisé cette idée sous ce texte, parce que cette idée que nos sociétés sont des demi-civilisations, ça coïncide tellement avec ce que De Gaulle va dire, même pendant la guerre, ce qu'il va écrire et tout ce qu'il portera sous la Ve République dans l'incompréhension la plus totale du patronat, de la droite, de la gauche et des syndicats. Ça donne une densité, une profondeur à la vision de De Gaulle. Et voilà, c'est tout à fait ça. L'infirmité morale du capitalisme, il écrit dans Les Mémoires d'Espoir. L'infirmité morale du capitalisme, ça fait écho à cette idée de demi-civilisation qui était une idée lumineuse de Leonard Woolf et qui l'opposait d'ailleurs au communisme. Il mettait le communisme en 1939, pour un socialiste anglais, c'était assez courageux, il mettait le communisme soviétique dans le même sac que le fascisme italien et le nazisme en Allemagne. Donc voilà, et cet État, voilà, donc 1945, De Gaulle accomplit une partie de cette œuvre qui est un tout, de cette œuvre guibertienne, j'ai envie de dire, mais il manque l'élément politique et constitutionnel, parce que là, il n'y parvient pas. Il y a aussi la démocratie. Lui, la démocratie qu'il veut établir, c'est une démocratie forte, c'est une démocratie qui, elle aussi, soit une armature. La République ne suffit pas, il faut que la démocratie soit forte, parce qu'il a bien vu, en 1940 que la démocratie était faible. C'est pas seulement l'État qui était faible, c'est la démocratie, c'est les institutions démocratiques. D'où son obsession de donner à la France les institutions qui s'accordent avec sa constitution administrative. Il n'y parvient pas pour des raisons que nous connaissons tous en 1945, 1946, mais il le dit très exactement et de manière très lumineuse dans le discours de Bayeux, dans le discours d'Épinal en 1946, et puis il va le dire pendant toute la 4ème République jusqu'à la traversée du désert, qui commence en fait après la mise en sommeil du RPF. La vraie traversée du désert, c'est à partir de 1953-1954. Ce que De Gaulle voit se nouer sous la 4ème République est quelque chose d'un peu terrible pour lui, parce qu'il voit en réalité les effets prodigieux de la reconstruction de 44-45 mis au service d'un régime qui ne le mérite pas. Aujourd'hui, vous voyez fleurir dans la presse une sorte d'éloge de la 4ème République, qui va d'ailleurs avec un éloge de la proportionnelle, qui est assez amusant. On dit que tout de même, la 4ème République, ils ont fait des trucs. Voilà, il y a une économie puissante, il y a eu les premiers éléments du programme nucléaire, beaucoup de choses comme ça. Ben oui, mais c'est l'État dans ses profondeurs qui a porté ça. C'est l'État gaullien de 1944-1945. Simplement, il lui manquait, si j'ose dire, l'élément politique. Parce que malgré tout, quels que soient les éloges qu'on puisse faire de la 4ème République comme système incluant donc cet État profond, mais dans le bon sens du terme, malgré tous les éloges qu'on peut en faire, c'est un régime qui a mis la France dans la ruine et au bord de la guerre civile. Et quand De Gaulle revient en 1958, il a le sentiment tout simplement de reprendre ce qu'il avait commencé. Pour lui, 12 années perdues. 12 années perdues, 12 années d'angoisse, parce qu'il a cru à un moment donné que la 4ème République allait durer, et que donc le déclin, les catastrophes internationales, les effets de la crise de Suez, la guerre d'Algérie, il a cru que tout cela allait entraîner la France vers le fond, et que tout ce qu'il avait fait en 1944-1945 n'aurait servi à rien. Donc, en 1958, il peut reprendre les choses en main, mais ça va être dur. Et en réalité, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que l'angoisse continue de l'habiter sous la 5e, parce que, en réalité, ça n'a pas été de tout repos, le pouvoir gaullien. Encore une fois, aujourd'hui, on a une vision hiératique. Mais le putsch est généraux. Je voulais vous relire, mais
il faudrait que je le cherche sur mon téléphone, le discours qu'il a prononcé au moment du putsch des généraux, c'est incroyable ce qu'il dit, parce qu'en fait, quand on lit De Gaulle, tout revient à la figure. Quand il dit, il est en colère, il parle de ces officiers fanatiques qui dans leur frénésie, ne comprennent pas le monde, n'ont pas compris le monde, qui ne comprennent pas que leur combat entraîne la France vers le vide. Et il dit aux Français, voulez-vous que tout ce que nous avons fait depuis 20 ans passe à la trappe, soit perdu? Voilà, tout se joue pour lui en 61, c'est cela qui se joue, c'est tout ce qu'il fait depuis 1940, qui pour lui n'est toujours le même fil, et qui d'ailleurs en 1940, quand il est entré en politique, comme disait Pierre-Jean Jouve, ce militaire qui n'avait jamais fait de politique, s'empara entièrement de la politique. Quand il s'empare de la politique en 1940, c'est parce qu'il porte toute une pensée, et depuis 1940, il ne cesse de poursuivre à travers son action, cette fois comme homme d'État, le même objectif. Donc la Ve République, c'est cela, donc les institutions, mais avec l'idée qu'il faut les fortifier toujours. Et c'est la raison de la révision constitutionnelle de 62, c'est la raison pour laquelle il a conçu l'usage du référendum, qui pour lui est un élément clé de l'équilibre des institutions et de la force de l'exécutif, la contrepartie de la puissance de l'exécutif et de la puissance en particulier du président arbitre, de ce monarque républicain. La contrepartie, c'est le lien de confiance avec le peuple qu'il doit vérifier par le référendum, pas seulement pour vérifier qu'il est toujours légitime, mais pour vérifier que le peuple est prêt à le suivre dans de grandes entreprises. C'est ce qu'on oublie toujours quand on dit que le référendum, c'est toujours une question mal posée à laquelle on ne répond pas, c'est que les référendums de De Gaulle posaient toujours des vraies questions. C'est-à-dire qu'il voulait avoir le oui, pas seulement pour se dire « ah bah c'est bon, les Français me suivent toujours », mais c'était pour aussi pouvoir engager des réformes profondes, comme le référendum de 69. Donc je pense que cela aussi, c'est quelque chose qui l'habite pendant la Ve République. Rien n'est gagné. En 66-67, lorsqu'il a été réélu, il a l'obsession de la politique sociale. C'est là qu'il veut vraiment mettre en œuvre son projet de participation, puisqu'il a réussi quand même à peu près à fortifier les institutions, à sortir la France de la guerre d'Algérie. Tout ça est tout frais, tout récent, 62, 66, 4 ans. Il lui faut maintenant engager une grande politique sociale. Et c'est là qu'il se heurte aux gaullistes, au pluriel, j'ai envie de dire, et à tous ceux qui ne comprennent pas ce qu'il veut faire. C'est le dialogue avec Pompidou qui est un peu décevant, parce que Pompidou était un homme avec lequel il avait beaucoup d'affinités finalement. Mais Pompidou ne le comprend plus, là. Pompidou lui tient le discours habituel qui est c'est pas le moment, il faut attendre que. Et puis il dit mais on a déjà beaucoup fait sur le plan social. Il y a un dialogue entre De Gaulle et Pompidou assez étourdissant en 67, où De Gaulle dit mais si, il faut vraiment traiter la question sociale profondément. J'ai reproduit un document qui montre que sa vision de la participation, qui est un document manuscrit de Gaulle de juillet 68, c'est pas du tout la participation au bénéfice de l'entreprise. C'est une forme d'association du salarié au destin de l'entreprise, qui n'est pas la cogestion, mais qui quand même, c'est intéressant d'avoir l'analyse d'Alain Suppiot, va très loin, va très loin, elle va beaucoup plus loin que ce qu'on a appelé participation à l'époque d'Édouard Balladur, ou aujourd'hui encore, quand on ressort la participation. Donc, c'est quelque chose de terrible, parce que Pompidou, et surtout tous les cercles dirigeants qui sont quand même porteurs de la République gaullienne, des gens qui De Gaulle a confiance, qui sont des gens de grande valeur, ne comprennent pas ce que veut faire De Gaulle. Résultat, 68 arrive. Et c'est De Gaulle qui avait raison, puisque 68 a pris de l'ampleur. C'est parce que c'était non seulement un mouvement étudiant et un mouvement en crise de civilisation, mais parce qu'il y avait un mouvement social énorme. Et il a fallu tout lâcher, et plus encore aux accords de Grenelle. Et comme vous le savez, les accords de Grenelle n'ont pas mis fin à 68. Ce qui a mis fin à 68, c'est De Gaulle qui revient de Baden-Baden, après avoir envisagé toutes les hypothèses, comme il le dit lui-même, y compris le départ, et puis qui se décide à reprendre les choses en main, et qui a envie de faire un référendum, de faire son référendum qu'il projette depuis plusieurs années sur la participation. Mais Pompidou le convainc que ce n'est pas le moment, qu'il faut reprendre la main politiquement par les élections législatives anticipées, d'où la dissolution. Et donc De Gaulle va se remettre sur le chantier son référendum, qu'il va perdre en 69, parce que personne ne va comprendre de quoi il parle, en fait, avec cet avant-propos bergsonien, cet exposé des motifs bergsoniens du projet de loi référendaire.
De Gaulle nous parle d'un monde qui est le nôtre aujourd'hui, mais il nous en parle en 69. Les Français n'ont pas compris, mais le proche entourage de Gaulle non plus. Je cite dans le livre les proches de Gaulle qui sont venus à l'institut, ce qui s'appelait l'Institut Charles de Gaulle, présidé par André Malraux au début. En 71, il y a eu une sorte de séminaire avec Maurice Couve de Murville, Bernard Tricot, Jean-Marcel Jeannet, enfin tous ceux qui avaient été au plus près de Gaulle, et tous disent non, c'était pas un référendum suicide, il avait vraiment quelque chose en tête, mais on n'a pas compris ce qu'il avait en tête. Et c'est ça qui est beau chez De Gaulle, c'est qu'il a cette angoisse de la crise de civilisation, de la crise du capitalisme qui arrive, qui succédera inévitablement à la disparition qu'il croit certaine du communisme soviétique, et personne ne le comprend. Et il m'arrive de penser que finalement, peut-être Pompidou a eu tort, que peut-être De Gaulle aurait dû faire son référendum en réalité en 68, parce que en fait, il y a une sorte de décalage, de perte de signification qui a entraîné De Gaulle vers l'échec. Voilà, donc, il y a toujours... Et puis vous savez, ce référendum 69, c'était aussi la création des régions, pas du tout des régions décentralisées, des régions dont le patron aurait été le préfet de région, mais qui aurait permis, à travers une représentation différente de celle de la représentation politique classique, c'est-à-dire une représentation non seulement avec des élus, mais également avec des représentants de ce que De Gaulle appelait, ça avait un sens cette expression à l'époque, les forces vives, c'est-à-dire les universitaires, les étudiants, les familles, les syndicats, les chefs d'entreprise, cette idée que la région serait une sorte de terreau, de lieu de débat entre l'État et la société, et qu'on pourrait ramener la société dans le jeu de l'État, puisque De Gaulle voyait bien que son État, celui qu'il avait mis en place en 58, c'est-à-dire la conjonction d'une constitution politique nouvelle qui était très forte, celle qu'on attendait depuis 1789, une constitution politique très forte, avec une constitution administrative qui était très forte déjà depuis fort longtemps. Donc, une sorte de cathédrale politico-administrative vertigineuse que De Gaulle a mis en place avec la Ve République, le régime de la Ve République, mais qui était presque trop forte pour une société qui n'était plus préparée à un État aussi puissant. Donc l'angoisse de Gaulle, c'est de remettre la société dans le jeu et de faire mentir Maurras. Parce qu'il y a une phrase terrible de Maurras dans les années 1910 où il critique l'État. Et Maurras dit l'État opprime la société se vengera un jour. Je ne suis pas sûr que Maurras aurait été très satisfait de la forme que revêt cette vengeance, mais c'était assez bien vu, et De Gaulle savait qu'il fallait réconcilier la société avec l'État. Voilà, il a échoué, parce que, à mon avis, non pas parce qu'il était en retard, mais parce qu'il était un peu en avance sur les choses, sur les faits des choses, et parce qu'il portait tout cela depuis toujours. En réalité, De Gaulle continue de dire la même chose en 69 que ce qu'il disait lorsqu'il était jeune homme, qu'il était prisonnier en Allemagne, lorsqu'il était officier, homme d'idées et d'influence dans les années 20 et dans les années 30, chef de la France libre. Il dit toujours la même chose, De Gaulle, depuis le début et jusqu'à la fin. Et c'est pour cela qu'il faut lire les Mémoires d'Espoir, qui sont un grand texte, parce qu'en réalité, il redit strictement la même chose que dans tout ce qu'il a écrit jusque-là. Et c'est ça, je trouve, qui fait... c'est pour ça que, je terminerai là-dessus, cet exposé un peu impressionniste, peut-être un peu désordonné, mais ce qui au total fait que j'ai quand même le sentiment d'avoir fait comme une vraie biographie, c'est que j'espère y est arrivé, c'est que quand on sort de... Enfin, moi, quand j'en suis sorti, comme l'ayant écrit, c'est le sentiment que j'ai, parce que quand on écrit un livre, quand même, on évolue aussi. Et j'aimerais que les lecteurs aient le même sentiment. C'est quand on sort de cette vie de Gaulle, qui est comme un fil tendu par une sorte de volonté incroyable, quelqu'un qui ne lâche jamais prise, De Gaulle. Ce qui en sort, c'est quand même, pour moi, de mon point de vue, une profonde humanité, parce qu'il faut quand même s'il a pu paraître dur, insensible, tout ce que l'on voudra, tout ça a été dit, redit, écrit, il faut quand même un sacré amour de l'humanité et des autres pour porter tout ça dans toute une vie, qui était une vie quand même
sous tension permanente et où il a totalement fait abstraction de son confort, enfin de toute chose. Et d'ailleurs, il y a un petit... Il l'a dit, parce qu'il y a un discours qui date de 64 dans le nord de la France, qui est peu connu, dont j'ai retrouvé un extrait, je crois que c'était à Beauvais, en fait. En 64, il vient d'être opéré, il est assez reposé, il est amaigri, et il dit quelque chose, j'ai plus les termes exacts, mais je crois que je le cite dans le livre. Il dit avec un air étrangement apaisé, si j'ai pu apporter la sécurité, un peu de bonheur à la France et aux Français, j'aurais gagné ma vie. J'aurais gagné ma vie, très belle formule. Parce que quand même, quand on disait qu'il considérait les Français comme des veaux, il fallait quand même aimer les Français, et pas seulement la France, même s'il considérait que la France était toujours au-dessus des Français. Il fallait quand même aimer les Français, et même les Français de l'instant T, pour avoir cette sorte d'énergie qu'il a mise jusqu'à son dernier souffle. Et puis il est mort en écrivant les Mémoires d'espoir. Les Mémoires d'espoir, c'est un texte didactique. Il continue de travailler, c'est-à-dire qu'il veut laisser une sorte de témoignage et de testament pour ceux qui suivront, puisque c'est l'autre trait caractéristique de De Gaulle, c'est quelqu'un qui ne désespère jamais. Il ne l'a jamais prise, il ne désespère jamais. Il est angoissé, mais il ne désespère jamais, parce qu'il pense que les choses peuvent toujours renaître. Donc voilà, je suis ressorti de mon travail, et j'espère communiquer cela à mes lecteurs, avec l'idée d'une profonde humanité de Gaulle. Et on aurait pu tout aussi bien mettre comme sous-titre, de ce point de vue-là, celui que mon éditeur avait trouvé pour Charles Péguy, une humanité française, qui était une très belle expression de Barrès à propos de Péguy. Voilà. Merci. Merci Arnaud, vous avez la parole. Je vous en prie, elle là. Je me retrouve, je vois tout le monde. Elle là, je vous en prie. On sait que voilà, la vie de Gaulle a été émaillée de peines, de difficultés, d'efforts, de chagrins, y compris personnels, avec une fille qui était trisomique, pardon. Quel rôle a joué la foi dans cette tenue, dans cette appréhension des peurs? Est-ce qu'elle a joué d'ailleurs un grand rôle, ou est-ce qu'elle a joué un rôle modéré et somme toute juste très intime au sein de son foyer, par exemple? C'est très difficile à établir, parce que De Gaulle en parle très peu. Il ne parle jamais de lui, en fait. C'est comme ça que vous commencez le livre. Voilà, il ne parle jamais de lui. Ouais. Mais il y a chez lui, je pense, oui, une foi chrétienne. C'est vrai, une foi chrétienne. Et justement, alors j'ai pas beaucoup parlé de Anne de Gaulle, enfin de sa fille trisomique, parce que d'abord ça a été beaucoup dit, et c'est souvent présenté justement comme le truc qui humanise De Gaulle, le De Gaulle impitoyable. Bah oui, mais quand même, voilà, ça fait partie. Alors que De Gaulle n'en parlait jamais, et c'est vrai pourtant que c'est important de savoir qu'il a fait en sorte de la garder chez lui. Ça ne se faisait pas. S'il est parti au Liban, c'est pour gagner un peu plus d'argent, parce que justement ça demandait des revenus supplémentaires. Et puis on sait qu'il avait une sorte d'attachement profond pour elle. On sait l'extraordinaire phrase qu'il dit à sa femme lorsqu'elle est dans la tombe: maintenant elle est comme les autres. Enfin, il y avait une émotion, mais il l'est caché. L'amiral de Gaulle le disait. De Gaulle ne supportait pas qu'on parle de ça à l'extérieur. C'est pas parce qu'il en avait honte, mais parce que ça le touchait. Et certainement, moi je pense que il voyait dans sa fille l'illustration de ce qu'est l'imperfection, enfin l'injustice de la condition humaine, l'imperfection et l'injustice de la condition humaine. C'est pour ça qu'il dit maintenant elle est comme les autres. Et ça, c'est une vision très religieuse, c'est-à-dire ceux qui sont faibles, qui sont handicapés, c'est pas quelque chose qu'on doit faire disparaître, c'est le témoignage de la présence de Dieu, d'une certaine manière. Donc je pense, oui, qu'il était assez profondément chrétien, mais c'est pareil, il ne faut pas pour autant dire qu'il a été entièrement dominé par le christianisme social. Sa pensée va beaucoup plus loin. Ce qui est très chrétien chez lui, à mon avis, quand même, et même Malraux, qui a du mal à reconnaître ce genre de choses, le sous-entend. C'est cette idée d'une société qui doit être
cette horreur de la lutte des classes et de la haine sociale. Et là aussi, c'est comme Péguy. Péguy était très profondément chrétien, tout en étant socialiste, mais d'un socialisme qui n'est pas forcément celui qu'on définirait aujourd'hui comme tel. Mais voilà, oui, je pense, il y a eu des travaux là-dessus, il y a beaucoup de choses qui montrent... D'ailleurs, la dernière photo de Gaulle vivant, qui est sur son bureau à la Boisserie, dans la petite tour, c'est une photo il était surpris par un photographe sortant de la messe à Colombey, la veille de sa mort. C'était la même question. C'était la même question. Je pense qu'effectivement, il était croyant, mais pas seulement pour le christianisme social, mais parce qu'il y a dans la Bible un savoir sur l'homme. Alors il était, à mon avis, lecteur, il l'était, ça on le sait, mais ça se sent des moralistes chrétiens du XVIIe siècle. Parce qu'il y a quelque chose qui est peu connu, enfin qu'on ne met pas trop en avant, parce qu'on dit toujours qu'il est impitoyable, toujours. Mais en fait, il était assez indulgent envers les hommes. Les dirigeants de la 4e, les fonctionnaires sous l'occupation, puisque un des éléments du fameux discours de juillet 44 à Alger que je citais tout à l'heure, c'est cela, il dit l'épuration, il va falloir y aller doucement. Alors ceux qui ont vraiment travaillé avec l'ennemi, bien sûr, mais il dit on a besoin de tout le monde, voilà, il ne voulait pas une épuration massive, il considérait que dans les grandes catastrophes nationales, les coupables c'était les institutions, c'était le système, et plus que les hommes, et ça c'est aussi le prolongement des moralistes chrétiens du XVIIe et de l'idée un peu augustinienne de l'infinie faiblesse de l'homme. Il savait que l'homme était faible, c'est comme ce qu'il dit de Laval dans les Mémoires de guerre, quand il dit sans doute, à travers toutes ses erreurs et ses fautes, eut-il le sentiment sincère de servir la France, que cela lui soit laissé. Voilà, c'est une très belle formule. Et il y a beaucoup de choses où il dit, il y a des lettres où il dit il ne faut pas être trop dur avec les hommes politiques de la 3e, ça. Pour lui, c'était le système, c'était les moralistes chrétiens, lecteurs de Pascal et de Richelieu, qui est un moraliste chrétien. Les œuvres de Richelieu, les œuvres théologiques et même le testament politique, c'est presque pré-pascalien. Quand on lit vraiment Richelieu avec attention, il en est imbibé. Et bien sûr, la Bible, les évangiles. Voilà. Je vous en prie. Alain. En quoi ses relations avec Churchill, qui me semble être à la fois d'opposition, parce qu'il y avait des intérêts qui n'étaient pas toujours convergents, et probablement d'admiration, éclairent le personnage? Je crois qu'il était assez sévère avec Churchill, en fait. Et d'ailleurs, relisez les Mémoires de guerre. Alors, il avait de l'admiration pour Churchill, parce que Churchill était quand même l'homme qui, à un moment donné, a eu l'attitude indispensable, sans laquelle le cours de la guerre aurait été différent. Mais je crois qu'il en a voulu beaucoup à Churchill de ne pas l'avoir soutenu à un moment fatidique, lorsqu'il y avait le conflit avec Giraud. Et pas forcément avoir compris, parce que Churchill ne comprenait pas tous les aspects de la personnalité de De Gaulle. Il en a beaucoup voulu à Churchill aussi après la guerre, d'avoir remis l'Angleterre dans une sorte de cercle atlantique. Alors il le dit d'ailleurs, il le dit à Roger Stéphane, il dit Churchill avait une carte à jouer, l'Angleterre avait une carte à jouer qui était européenne, mais il dit il n'y a rien à faire, ils seront aspirés, ils tueront toujours l'Europe, si on les met dedans, parce que, voilà, ils ont... Et je crois qu'en fait, quand on le regarde les Mémoires de guerre, je trouve que le portrait de Roosevelt est plus bienveillant que le portrait de Churchill. Et je trouve que Churchill, on a sans doute beaucoup, à mon avis, surévalué le rôle de Churchill. Churchill a eu des moments lumineux, mais quand même que d'erreurs. Il n'y a pas ce fil que je trouve admirable chez De Gaulle, qui est de toute une vie, quoi. Cette sorte de... Churchill, lui, il était très machiavélique, très pragmatique. Beaucoup des reproches qu'on fait à De Gaulle s'appliquent très bien à Churchill. Guillaume. Du coup, si effectivement on prend le sous-titre du livre,
j'ai l'impression que c'est littéralement le contenu du livre, il faut que je lise. Est-ce que l'anxiété et la grandeur ne sont pas les deux, enfin, littéralement, ce qui a porté De Gaulle, c'est-à-dire que l'anxiété a alimenté la grandeur du personnage et sa pensée, et la grandeur a elle-même alimenté indirectement l'anxiété et je pense que ça va justement la traversée du désert et l'incarnation même de cette anxiété qui alimentera la grandeur, parce que quand il revient en 58, il revient grandi. Est-ce que justement c'est pas ce doublon qui fait le personnage? Oui, oui, il y a un journaliste d'ailleurs qui m'a demandé l'autre jour si Nicolas Domnac qui m'a demandé si il avait le Black Dog de Churchill, s'il était hanté par la dépression. Et ça m'a fait réfléchir, non, il n'était pas dépressif, De Gaulle. Alors, il y a peut-être l'aspect chrétien, justement. Il n'était pas dépressif. C'est-à-dire qu'il était toujours dans ce balancement permanent entre... voilà. Et d'ailleurs, il y a je cite cet entretien incroyable avec Michel Droit au lendemain de mai 68, en juin 68, à la télévision. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que c'est des énigmes chez De Gaulle, mais c'est rien d'énigme. Il énumère toutes les fois où il était tenté de laisser tomber, quoi. Y compris quand il est parti à Baden-Baden. Et il dit finalement, je me suis repris toujours, parce qu'il y avait la France, parce que je sentais qu'il y avait encore dans les profondeurs du pays, etc., etc. Il s'est toujours repris. Donc c'est pas un dépressif, c'est quelqu'un qui quelquefois se dit, et on le voit dans la dédicace très belle qui fait l'ambassadeur d'Irlande quand il est en Irlande en 69, où il cite une phrase de Nietzsche très belle, à quoi bon, on pourrait reprendre aussi la formule qui est de Laurence d'Arabie, n'était-ce donc que cela? Il y a toujours cette tentation de se dire, mais est-ce que tout ça en vaut la peine? Mais il se reprend toujours parce qu'il ne lâche jamais prise, De Gaulle, et ça aussi c'est quelque chose qui est quand même... et je ne crois pas qu'il était dépressif, oui, il avait toujours cet équilibre. D'ailleurs, c'est Baden-Baden, il n'y a pas de mystère, Baden-Baden. Je suis encore étonné que des gens trouvent que c'est mystérieux, puisqu'il l'a dit quand son discours du 30 mai. Il le dit à Bernard Tricot quand il l'appelle, quand il rentre, et puis il le dit dans le discours du 30 mai. Il dit « J'ai envisagé toutes les hypothèses ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et j'ai pris mes résolutions. Voilà, c'est tout à fait ça. De Gaulle, c'était quelqu'un qui prenait toujours ses résolutions. Il n'oubliait jamais la deuxième partie. Il n'oubliait jamais la grandeur, effectivement. Voilà. Pierre-Henri, oui. Alors même s'il est mort quand même relativement peu de temps après son départ, 1 an et demi après, est-ce qu'on a des sources, des confidences qui éclairent sur ce qu'il pensait des premiers pas de Pompidou, son successeur, à la tête du pays? Oui, alors, enfin, il a fait très peu de commentaires sur le début de l'exercice du pouvoir de Pompidou. On a une source assez précieuse, c'est les souvenirs de Pierre-Louis Blanc, qui est d'ailleurs toujours de ce monde, et qui a l'esprit toujours vif. Je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps. Pierre-Louis Blanc, il a pu avoir des allusions un peu sévères, mais très rares pour Pompidou. Par contre, on a le récit, mais alors, consigné par écrit, qui n'a pas entièrement repris dans ses mémoires par Bernard Tricot, des entretiens qu'il a eus avec lui quand Tricot est venu le voir avant l'élection présidentielle. De Gaulle est en Irlande et Pompidou, De Gaulle parle de Pompidou et il dit oui, bon an mal an, bon, et je pense qu'il conservera le gros de l'héritage, etc. Et puis il a cette formule, alors il dit il manque parfois d'élévation. Mais je pense que quand il dit élévation, c'est un peu comme la grandeur. Il manque d'élévation, il ne voit pas assez loin. Et pour lui, il avait manqué d'élévation, de ce point de vue-là, un point de vue optique sur la participation. Et puis il dit il arrangera les choses. Et je me suis toujours dit que il arrangera les choses, ça exprime bien beaucoup de choses sur De Gaulle.
Pompidou il aimait beaucoup Pompidou, et Pompidou lui était très précieux parce que c'était l'homme qui arrangeait les choses. C'est lui qui a arrangé les rapports avec le RPF qui De Gaulle n'aimait pas. C'est Pompidou qui s'occupait des rapports avec les gens qui devaient financer le RPF. C'est lui qui a arrangé les choses sous la Ve République parce que c'est lui qui allait discuter avec les partis politiques, avec l'Assemblée nationale, ce que De Gaulle n'avait pas l'intention de faire. C'est lui qui a arrangé les choses en 65, qui a quand même beaucoup pesé pour que De Gaulle se représente alors qu'il hésitait en décembre 65. Donc il y a un côté positif dans il arrangera les choses, mais il y a aussi un côté négatif, c'est-à-dire que quand il dit il arrangera les choses, il continuera de faire ce qu'il a fait, mais ce que ça sous-entend, c'est chez De Gaulle, c'est le doute. Est-ce qu'il saura, est-ce qu'il comprendra qu'il est désormais président de la République ? C'était ça l'inquiétude. Il avait été un excellent Berthier, il avait été un excellent Premier ministre. Est-ce qu'il serait été à la hauteur de la fonction ? Et je fais le lien avec quelque chose que je trouve très beau, c'est le dernier Conseil des ministres de Pompidou, quelques jours avant sa mort, en mars 1974, où on a eu des témoignages des personnes présentes, et c'est Jean Mauriac, alors l'autre, le correspondant AFP à l'Élysée, qui a synthétisé ces témoignages des ministres présents, et où Pompidou a fait une sorte de propos extrêmement grave, mélancolique. Et moi, je trouve que ça fait écho à ce que pensait De Gaulle, puisqu'il dit, en somme, il dit, messieurs les ministres, allez vers les hauteurs, ne faites pas comme j'ai fait des compromis qui m'ont fait gagner 2 voix et qui ne m'ont rien rapporté. En somme, il leur dit, ne pensez pas toujours à arranger les choses. Allez vers les hauteurs, et il cite d'ailleurs, pas De Gaulle, il cite Clémenceau. Il dit, faites comme Clémenceau, etc. Et donc, je pense que j'ai toujours pensé que le Pompidou mourant, en fait, avait pleinement investi la fonction gaulienne, la fonction présidentielle. Il était vraiment entré dedans de manière profonde, et c'est assez émouvant, je trouve, et c'est assez révélateur que certains ministres aient cru qu'il était diminué intellectuellement par la maladie, alors que c'est sans doute le moment où Pompidou a été le plus grandiose dans l'expression de sa pensée. Il dit ça, hein. Ne vous enfermez pas dans des médiocres compromis, allez vers les hauteurs. Voilà. Jean-Marie, oui. Vous avez évoqué tout à l'heure les cercles gaullistes qui sont autour de lui et qui ne le comprennent pas, notamment aux heures les plus graves. Est-ce qu'il y a chez De Gaulle le sentiment qu'il y avait en dehors, voire chez ses opposants, des hommes politiques qui auraient pu être des hommes d'État et avec qui il aurait pu travailler? Il y a pas 2 personnages, un grand classique qui est Pierre Mendès France, la relation de Gaulle-Mendès, mais il y a une autre relation qui a été très brève, mais qui, je trouve, est intéressante, c'est la relation avec Georges Mandel, puisqu'avant de partir à Londres, oui, bien sûr, il a l'espoir que Mandel l'accompagne, voire même, à la limite, si j'ai bien compris, d'accepter un tutorat de Mandel. Quels sont... Mandel avait réfléchi sur les institutions. Oui, quels sont les rapports, enfin, l'idée qu'il se fait de ces 2 hommes éventuellement? il avait beaucoup d'admiration pour Mandel et beaucoup pour Mendès France. Mais je pense, sans doute pensait-il qu'il restait très prisonnier de leur système. Ce qui est très, très fascinant, c'est la façon dont Mendès n'a pas compris du tout la Ve République. Il était totalement rétif à la constitution administrative, à la constitution politique, au référendum gaullien, comme Mitterrand. Donc, il avait de la considération pour Mendès France, mais Mendès France n'était pas dans le schéma de pensée de Gaulle, il lui était même totalement étranger. Celui qui a finalement, peut-être, et que De Gaulle prisait peu, comme vous le savez, c'était François Mitterrand, mais Mitterrand était quand même un esprit très subtil, puisque je crois qu'il avait compris certaines dimensions de la Ve République, mais pour lui être d'autant plus hostile, parce que Mitterrand était l'homme du pouvoir, du pouvoir fragmenté, il était l'homme des puissances d'influence, il était l'homme des compromis, il était l'homme du pouvoir dont on jouit
quand on manipule les intérêts, voilà. Mais il y a dans le coup d'État permanent une très belle formule que je cite souvent, où Mitterrand dit que la Ve République, c'est un régime qui est dirigé par les hauts fonctionnaires. Il dit des hauts fonctionnaires qui sont comme les régents d'un royaume dont le souverain ne viendra jamais, n'aura jamais d'avènement. Et c'est très bien vu. C'est très bien vu, mais il en tire des conclusions négatives. De même que Mitterrand, comme Mendès France, considérait que le référendum c'était le plébiscite d'apollinaire, sauf que Mitterrand confessera qu'il avait eu tort après le référendum de 69. Donc voilà, donc je pense que, oui, c'est l'expression, je crois que c'est de Gaulle, et celui-là, j'ai pas réussi à l'atteler, à l'accrocher, je ne sais plus comment il disait à propos de Bernanos. Il y avait des gens que de Gaulle pouvait estimer grandement, mais qui n'arrivaient pas à atteler à son entreprise. Il avait attelé à son entreprise des hommes comme Mauriac ou Malraux, parce que il y a un discours de Malraux, quand il est président de l'Institut Charles de Gaulle, qui depuis est devenu, comme vous le savez, la Fondation Charles de Gaulle, un discours de 71, où Malraux parle de l'État, je peux vous dire, on voyait bien qu'il n'avait pas été simplement, c'était pas un ministre de la Culture avec des plumes, c'était quelqu'un qui avait compris ce qu'était l'État culturel et ce qu'était l'État tout court. Et il y a ce discours de Malraux que je cite dans le livre, il explique très bien la puissance de l'État dans le projet gaullien. Malraux, lui, il avait compris, je pense. Il avait réussi à l'atteler, donc à l'accrocher à son char, si j'ose dire. Votre réponse me rappelle en fait une question. Quand on sait à quel point Mitterrand ensuite a su se fondre justement dans les institutions de la Ve République et les trouver tout à fait à sa mesure, est-ce qu'on peut dire que le coup d'État permanent qui paraît en 64, si je me souviens bien, c'est quelque chose c'est un écrit qui est pour lui sincère à l'époque, ou est-ce que c'est un coup qu'il fait par rapport à sa famille politique? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une évolution de Mitterrand par rapport au regard qu'il porte sur la Ve République? Ou alors il était sincère à l'époque du coup d'État permanent? Il était sincère, il est resté. Je pense que Mitterrand n'a jamais aimé la Ve République. Et la façon dont il a pratiqué la fonction présidentielle et les institutions, à mon avis, je ne suis pas du tout dans l'idée qui avait été exprimée par Alain Juppé au moment de la mort de Mitterrand, qu'il avait fortifié les institutions. Je ne crois pas du tout qu'il les ait fortifiées. D'abord, il l'a rendu... je ne pense pas qu'il les ait fortifiés. Je trouve qu'il a introduit l'esprit de cour, qui avait commencé un petit peu, peut-être quand même, avant lui, mais il avait introduit l'esprit de cour, il l'a renforcé à l'Élysée, et surtout, Mitterrand a porté atteinte à deux éléments clés de la Constitution gaulienne, sens large, avec la décentralisation, et surtout la décentralisation qu'il a choisie, qui est une décentralisation qui fait éclater le pouvoir, au lieu de... Il aurait pu, à la limite, même concevoir un régime fédéral, mais au moins dans un régime fédéral, les collectivités se sentent solidaires, d'une certaine manière, quand même, de l'État central. Mais là, c'est une décentralisation par fragmentation, même si je pense que Mitterrand n'aurait pas voulu que ça aille aussi loin que ce que l'impulsion que lui a donnée M. Raffarin et consorts. Et puis, il a quand même, elle est à l'origine de l'atteinte profonde portée au principe de souveraineté à travers une conception de l'Europe qui était très contraire à celle de Gaulle, qui n'était pas anti-européen, mais pour lui, l'Europe, c'est une Europe politique, et le principe de souveraineté était intangible. Pas de démocratie sans souveraineté. Et c'est pour ça que je pense qu'il a affaibli les institutions, ce que je crois pas. Et puis la cohabitation, il a quand même encouragé la cohabitation qui a porté atteinte quand même un peu à l'esprit des institutions, malgré tout. Mais pour nuancer quand même cela, je pense que tout de même, je pense que Mitterrand n'aurait pas voulu que le système dévie autant qu'il a dévié ensuite. Ça, je pense que là-dessus... Et puis, il avait quand même quelque chose en commun avec De Gaulle, et qui a habité un peu sa façon de pratiquer le pouvoir présidentiel, c'est quand même le sens de l'histoire. C'est-à-dire, il l'a montré au moment du débat sur l'occupation, etc. Il avait le sentiment, il avait la capacité, Mitterrand,
d'inscrire le destin collectif dans l'histoire, et ça, c'était comme quelque chose qui le rattachait un peu à De Gaulle. Bon, on a eu ce débat avec Arnaud pendant à de nombreuses reprises, par écrit, au mercredi de l'ANA, tous les deux quand on déjeune. Donc je ne vais pas reprendre mes objections sur un certain nombre de points. Voilà. Non, ça serait trop long, et puis bon, on a trop fait ce débat. Mais vous avez raison, Mitterrand, au moins, il connaissait son histoire de France, et il la connaissait très très bien. Et, pas comme De Gaulle d'ailleurs. Il l'aimait d'une manière différente, mais il l'aimait quand même. C'était un amour de la France beaucoup plus provincial. Chardonnesque. Il connaissait toutes les généralités d'ancienne France, etc. Il en parlait comme si c'était hier. Donc, vraiment, il avait une connaissance très approfondie, le moindre château, etc. Il savait, il connaissait. Et c'était pas la même vision que De Gaulle. Il avait aussi une bonne connaissance de l'Europe. Bon. Mais bon, quant à la cohabitation, c'est une façon de faire. Le régime, il avait quand même attiré la gauche très anti-5e République dans les institutions. Quant au phénomène de Claude, il est de tous les temps. La monarchie l'a connu, la République gaulienne un peu aussi. Et celle de Mitterrand, ça, nous en sommes témoins. Ça a été effectivement très, très, très important. Et c'est vrai que De Gaulle connaissait ces phénomènes de flatterie qui sont de tous les temps, mais Mitterrand en jouissait. Là, je l'ai vu, il aimait, quand il voyait des gens s'humilier, je ne citerai personne, si quand même Jean d'Ormesson et quelques autres, il regardait ça, ou Jacques Lang, il regardait ça avec une certaine jouissance. Et c'était assez déplaisant. Voilà. Mais De Gaulle, pas du tout, parce que justement, il était toujours à une hauteur qui faisait que ce genre de choses, il les connaissait, parce qu'il avait lu les moralistes, mais ça ne l'intéressait pas vraiment. D'où il était sacerdotal dans son... Mais c'est ça, voilà, il était sacerdotal, et puis on voit très bien, et vous le dites, Jean-François Murassiol le dit aussi, il a associé les hommes de la Troisième République, Henri Queuille, etc., à la République d'Alger, quand il était à Alger, le gouvernement provisoire, etc., il a voulu les associer, tout en ne les aimant pas, tout en, vous dites... Du pain pour les canards. Bon, il les recevait, il leur racontait des histoires, et il disait, j'ai donné du pain aux canards, voilà. Bon, et c'était Henri Queuille, qui était la figure typique de la Troisième République, qui a eu une vie après sous la Quatrième République, c'était, voilà, une des personnalités les plus emblématiques de ce régime, figure très installée en Corrèze, que nous connaissons bien, Arnaud et moi, mais De Gaulle prenait tout le monde, en fait, et même ceux qu'il considérait d'un peu haut, quoi, et comme le personnel de la Troisième République. Mais il voulait que les partis eux-mêmes soient associés, mais qu'ils ne deviennent pas, naturellement, les régents du royaume. Il y a un autre point... vous avez dit tout à l'heure que vous ne parliez que très peu de la résistance. C'est vrai, mais vous dites quand même quelque chose d'essentiel et qui n'est pas encore compris. Je ne sais plus votre formule exacte. Je crois que vous dites que De Gaulle a voulu étatiser la résistance. C'est ça. Incorporer l'État à la résistance. Incorporer c'est la l'État à formule la qu'il utilise. résistance. Et d'ailleurs, cette incorporation a été effective quand on lit le livre de Murassiol qui raconte comment De Gaulle a pris le pouvoir en 1944. C'est extraordinaire, justement, parce que lui, on dit l'intendance ne suivra pas du tout, il s'était occupé de l'intendance. Il a débarqué avec des fonctionnaires, avec Pierre Larocque, etc., qui ont installé l'État dans les régions libérées immédiatement. Les Allemands étaient à 3 km, il y avait déjà des fonds de Michel Debré, etc., qui installaient l'État face aux armées, aux colonels américains, etc., aux généraux, et il a voulu également installer l'État dans la résistance. Et ça a fait des drames. Ça a été le drame de la libération de Paris, où il a traité quand même avec une certaine hauteur le CNR.
en refusant de proclamer la République, en disant que la République était la continuité, il ne voulait pas la proclamer, et puis en disant aux gens du CNR que maintenant c'était fini, que tout ça était très bien, mais que l'État était réinstallé, il s'était installé rue Saint-Dominique, tous les symboles étaient là, et beaucoup de résistants ne l'ont pas compris, parce qu'ils pensaient que c'était un chef de guerre et qu'ils allaient, avec lui, faire des tas de choses, y compris une révolution sociale, effectivement, qu'annonçait le programme du CNR. Mais pour De Gaulle, il n'est pas question de tout ça. Et Malraux d'ailleurs, dans le fameux discours du transfert des cendres de Jean Moulin au Panthéon, dit « Regarde, préfet ». C'était pas du tout anodin le fait que Moulin soit un préfet. Non, c'était tout à fait... C'était un élément du choix. Exactement, oui, c'était il voulait qu'il y ait un début de représentation démocratique dans la France occupée avec le CNR, mais ce n'était pas l'État. Il voulait incorporer l'État à tout, en fait, à la société, à l'économie, pas le faire avaler par l'État, mais l'incorporer à tout. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ce à quoi on assiste depuis 30 ou 40 ans, c'est une dégaullisation du système et à l'éviction de l'État de toute chose. En partie mise en œuvre par des gens qui se réclamaient de l'héritage du gaullisme, d'ailleurs. De moins en moins, heureusement. Oui, alors je me suis rangé avec mon voisin pour parler avant lui, parce que j'aurais terminé sur une note positive. Et moi, j'ai une petite critique. J'hésite d'ailleurs à la faire parce que j'adhère 100 000% à ce que vous avez dit, puis cette vision grandiose de Gaulle, qui évidemment peut-être la nôtre. Mais c'est peut-être aussi pour répondre à des questions internes. Je sais pas, là, je tourne autour du pot. Non, je suis un petit peu parfois gêné quand même par cette cruauté. Alors même si on dégage, et ça je trouve déjà la conférence avait beaucoup frappé, comment vous relativisez ce que rapporte Pierre Fitt, qui en effet on se demande comment il était à ce point dans l'activité de Gaulle et qu'on mettait en doute qu'il puisse comme ça être à ce point-là son porte-parole, etc. Ça m'avait beaucoup frappé dans la conférence. Mais quand même, là j'ai lu une étude qui m'a quand même beaucoup choqué, c'est donc le blocus de Djibouti par la flotte anglaise. Et alors les Français, y compris les prisonniers français, les Italiens, sont pratiquement affamés, etc. Et finalement, le représentant de... je sais plus, il y a une sorte de médiation avec les Italiens. Les Italiens disent au moins laisser passer l'aide humanitaire, au moins pour les prisonniers, pour les femmes, pour les enfants, etc. Le représentant de Gaulle dit ok, ça rentre avec les Anglais sont d'accord, on allège le blocus, et De Gaulle s'y oppose, en disant mais de quoi vous me parlez, c'est quelques individus, c'est quelques milliers d'individus, alors que le sort de la guerre, c'est ça qui est la priorité, et il faut garder le blocus tel qu'il est. Oui, le représentant de Gaulle est complètement surpris, et pareil un peu pour le traitement des harkis, hein, pourtant tu sais. Mais quand même, on se demande quand même rétrospectivement pourquoi ça s'est quand même si mal passé pour eux. L'accueil en France, alors Pierre Fitt dit en gros que De Gaulle les considérait pratiquement comme des collabos. Hein. J'ai trouvé ça très exagéré, enfin, ça me paraissait incroyable qu'on puisse dire ça. Mais on a quand même du mal à comprendre rétrospectivement pourquoi ça s'est si mal passé pour en France. À l'accueil, encore qu'on dise, tant pis, donc tous se barrent le soir, mais qu'ils soient si mal accueillis, traités dans des bidonvilles, etc. C'est un peu dans des camps plutôt même. C'est un peu, non, mais il y a quand même cette cruauté. Mais non, c'est pas de la cruauté. Et alors, dernier exemple, c'est le traitement, par exemple, des espions français qui travaillaient pour les services anglais, ou plutôt même non, des Anglais qui travaillaient clandestinement en France pendant la résistance, qui soutenaient la résistance, qui apportaient des armes, etc. Et il y en a un, c'était dans une émission radio, qui croise De Gaulle à Bordeaux, je crois, et il lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites encore là? Rentrez en Angleterre ». C'est la seule chose qu'il lui répond. Et alors, aussi le traitement des membres du commando Kiefer. En fait, il les considérait comme « Mais non, ils n'avaient rien à faire là non plus dans le débarquement. D'ailleurs, paraît-il, il ne voulait même pas...
célébrer ce débarquement de juin, alors tout en vous voulez tout axer sur le débarquement de Toulon, qui est sous-estimé. Le Martiniquais était toujours au débarquement de Toulon, donc bravo pour le débarquement de Toulon. Enfin, quand même, c'est un petit peu de cruauté, quand même. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec l'idée de dureté. Peut-être cruauté, non. Avec Richelieu, il y avait le même sujet. C'est-à-dire, il pense toujours au coup d'après. L'histoire des harkis, c'est assez révélateur. Lorsque De Gaulle revient au pouvoir en 1958, une des premières initiatives qu'il prend, c'est de donner l'ordre d'arrêter le recrutement des supplétifs en Algérie. Parce qu'il savait que c'était malsain. Et c'est le commandement militaire en Algérie qui n'a pas obéi, en réalité. De Gaulle n'a pas été obéi, parce qu'au contraire, le fait de recruter des supplétifs, d'abord, c'était de très bons combattants, et puis ça verrouillait un peu le système. Schall l'avait très bien expliqué. Donc, il savait. Je pense qu'il y a une forme de dureté qui apparaît en 61, après le putsch. Je pense vraiment qu'il était dans une colère noire à cause du putsch qui est survenu pas n'importe quel moment, juste au moment du premier essai nucléaire dans le Sahara, alors qu'on disait à De Gaulle qu'il y avait des contacts entre les putschistes et les services américains. De Gaulle a été vraiment furieux et il voulait vraiment fermer cette boîte. Ensuite, sur l'histoire de l'accueil des harkis, d'abord c'est un problème de société plus qu'un problème politique. Et puis il y avait la crainte que l'OAS, on n'avait qu'une confiance limitée dans une partie des cadres militaires. Il y avait la crainte qu'on importe en France des éléments qui pouvaient rendre crédible une tentative de coup d'État. Il faut voir quand même que De Gaulle, d'abord il y a des attentats répétés contre lui. On est quand même dans un climat de guerre civile latente pendant toute la guerre d'Algérie, pendant la période qui suit immédiatement la guerre d'Algérie. Alors là, il est très Richelieu, c'est-à-dire il pense que la cruauté, c'est d'être faible, parce que les conséquences de la faiblesse sont cruelles pour le peuple. Et il pense au coup d'après. Il y a un autre exemple, c'est quand il fait le choix, au moment de la libération du territoire, il fait le choix de laisser les poches de l'Atlantique derrière, parce que pour lui, même si il va s'en suivre des souffrances, et puis on sait qu'il y aura des bombardements, parce que pour lui, la priorité, c'est que les armées françaises participent effectivement à la victoire sur l'Allemagne, à l'entrée sur le territoire allemand, parce qu'il pense au coup d'après. Donc c'est tout à fait la phrase de Claude Mauriac que je cite dans le livre, qui est très, très, très belle. En fait, les souffrances du moment, pour lui, c'est du passé. Ce qui compte, c'est de conjurer les souffrances qui attendent le peuple français dans le futur. C'est en ça qu'il est très bergsonien, si j'ose dire. Voilà. Et il faut écouter, je crois qu'on les retrouve encore sur Internet, j'en cite des extraits. Il y a ce document extraordinaire qui a été diffusé sur les réseaux sociaux à l'initiative de Patrick Samuel, qui était le biographe de Debré. Un document audio extraordinaire, un échange entre De Gaulle en présence de Debré, un échange entre De Gaulle par téléphone et les négociateurs d'Évian. C'est un document extraordinaire, parce qu'on voit De Gaulle, il parle il a une façon de raisonner qui est incroyable, extraordinairement pratique pour le coup. C'est inouï. Donc voilà. Et c'est vrai, mais alors là, il y a deux histoires. Il y a une histoire c'est l'histoire qui est connue, qu'il avait voulu conclure le chapitre des Mémoires d'espoir sur la guerre d'Algérie par la phrase « Et que Dieu me vienne en pitié », qu'il a retiré, finalement, après réflexion. Et puis il y a l'histoire que raconte Hervé Guémard de la confidence de ce que lui avait raconté Edgar Pisani, qui avait raconté un jour à Hervé Guémard que quand il était ministre de Gaulle, que De Gaulle recevait les ministres, il y avait toujours 10 minutes pendant lesquelles les ministres pouvaient parler du sujet qui les intéressait. Et Pisani avait consacré ces 5-10 minutes en disant que même s'il approuvait la politique algérienne de Gaulle, il avait ressenti avec douleur la façon dont tout cela se passait. Et De Gaulle ne fait aucun commentaire. Ils reprennent une petite discussion technique. Et puis, De Gaulle, ce qui est inhabituel, raccompagne Pisani jusqu'à la porte de son bureau et il lui dit « Vous n'imaginez pas quelle chance vous avez de pouvoir le confier à quelqu'un. » Alors, Pisani racontait ça. C'est vraiment la figure de Richelieu.
il y a des passages extraordinaires dans le Testament politique où il dit que il faut quelquefois se montrer impitoyable parce que c'est la faiblesse qui provoque. La faiblesse a un prix. Quand on est un homme public en charge d'une nation, on n'a pas le droit d'être trop indulgent. Quelquefois, on est obligé d'être impitoyable parce que, en réalité, si on est faible, ça peut entraîner des catastrophes pour les collectivités. C'est l'idée qu'il y a une morale publique, une morale de l'homme d'État qui n'est pas la même que celle de l'homme privé. C'est pas le pouvoir de tout faire. C'est la fameuse phrase de Richelieu à la fin, la même se sauverait comme personne privée qui se damne parfois comme personne publique. En croyant, cela même se sauverait comme personne privée qui se damne parfois comme personne publique. C'est simplement qu'en utilisant le code de valeur d'un homme privé, quelquefois on se damne aux yeux de Dieu parce qu'on compromet le destin de la collectivité ou des âmes, du troupeau d'âmes dont on a la charge. Ultime question, Guillaume. Est-ce que paradoxalement, ce qui permet à De Gaulle d'avoir une telle pensée pour la mettre en pratique, c'est pas justement les personnes qui ne comprenaient pas sa propre pensée. Vous pensez effectivement, vous l'avez cité avec l'Institut De Gaulle en 71, on pense à Merville, ces gens-là, qui en fait diront s'être trompés et ne pas avoir compris, mais sans eux, la pensée gaullienne n'a jamais été appliquée. De fait, ils n'ont peut-être pas compris la pensée de Gaulle sur certains points, en pensant à la participation, mais... C'est à la fin, surtout, c'est à la fin que De Gaulle a voulu aller vite. D'ailleurs, il a mal préparé le référendum, il a commis des erreurs pratiques qu'il ne commettait pas d'habitude, mais c'est parce qu'il avait très peu de temps, il avait peur de mourir, et il voulait absolument faire passer son référendum. Et ça, c'est l'information quand même qu'ils ont donnée, c'est que c'était pas un référendum. Là, Malraux, pour le coup, n'était pas dans le vrai. C'est que c'était pas un référendum pour avoir une jolie sortie. C'était un référendum, il voulait le gagner. Il voulait le gagner pour mettre en œuvre un certain nombre de réformes qu'il voulait faire. Il voulait cranter, en quelque sorte, pour le coup d'après. Et c'est ça qui est assez émouvant. C'est quand même une sorte de... C'est pas ce que dit Debré dans le vrai raconte des échanges qu'il avait à ce moment-là avec De Gaulle. C'est pas ça qu'il dit justement que De Gaulle dit mais non, de toute façon, ce référendum n'est pas fait pour être gagné. Non, vous n'avez pas lu ça? Je sais pas, peut-être que De Gaulle lui a dit ça dans un moment, c'est un peu comme Perfit, quoi. Mais ça, vraiment, c'est un numéro spécial de Espoir, le premier numéro d'Espoir, donc de l'Institut Charles de Gaulle. C'était des tables rondes, il y avait des historiens qui étaient jeunes à l'époque, ou encore jeunes, il y avait René Raymond, il y avait Alfred Grosser, et il y avait toute une tablée d'historiens, de Sciences Po, etc. Et en face, il y avait Couve de Murville, Bernard Tricot, Jean-Marcel Jeannet, Bernard Ducamin. Et c'est saisissant de voir, tous ils disent, non, il espérait le gagner. Et celui qui en était le plus convaincu, c'était Jean-Marcel Jeannet. Il voulait le gagner. Alors, ce qui est sûr, c'est que dans les dernières semaines, il a compris qu'il était perdu. Ça, c'est certain. Il a compris qu'il ne gagnerait pas dans les dernières semaines. Donc, il a pu avoir effectivement un moment de découragement. Mais je crois que c'est à Debré qu'il écrit, après l'échec au référendum, il écrit à Debré c'est très triste ce qui arrive, cet échec du référendum. Peut-être, nous allons sans doute connaître une longue période de médiocrité, mais un jour, il faudra bien repartir des questions que j'ai posées. Voilà. Et quand on sait que ces questions, c'était le territoire et quand même la crise du capitalisme, on voit c'était quand même pas mal vu. Oui, il a pu avoir des moments de découragement, ça c'est tout à fait possible. Chers amis, merci beaucoup.